La population canadienne a vécu des situations d'urgence inoubliables et des catastrophes importantes qui se produisent de plus en plus fréquemment et dont les dommages et les pertes financières continuent de prendre de l'ampleur. Les catastrophes ont lieu lorsque les dangers naturels ou d'origine humaine se heurtent aux vulnérabilités sociales, notamment la marginalisation et l'inégalité d'accès aux ressources, à l'aide et aux connaissances. Les catastrophes affectent donc différents segments de la société de manière différente. Les décisions politiques relatives à l'utilisation des terres, aux moyens de subsistance et à la gestion de l'environnement peuvent aggraver les vulnérabilités et le risque de catastrophes, mais elles peuvent aussi les réduire. Les catastrophes peuvent être atténuées, voire évitées. Elles ne sont pas inévitables. Le 6 décembre 1917, le SS Imo et le SS Mont-Blanc entrent en collision dans le port d'Halifax alors qu'ils transportent des munitions à destination des champs de bataille en France. Cette collision provoque la plus grande explosion d'origine humaine avant l'ère atomique. 2000 personnes y perdent la vie et 9000 sont blessées. Entre 1918 et 1920, la pandémie de grippe commence pendant la Première Guerre mondiale. Lorsque les soldats rentrent chez eux, un tiers de la population mondiale est infectée. La pandémie provoque des perturbations sociales et économiques dans le monde entier. Au Canada, plus de 50 000 personnes sont décédées. Le 23 juin 1946, un tremblement de terre de magnitude 7.3 frappe l'île de Vancouver. Des secousses sont ressenties dans tout le nord-ouest du Pacifique. Le tremblement de terre cause des dommages structurels et des glissements de terrain et fait 2 morts. Cela demeure le plus important tremblement de terre terrestre de l'histoire du Canada. Entre le 15 avril et le 12 juin 1950, la fonte des neiges et les fortes pluies provoquent des inondations dévastatrices à Winnipeg et dans la vallée de la Rivière-Rouge. 100 000 habitants sont évacués de leur domicile avec l'aide des forces armées canadiennes. À l'époque, il s'agissait de l'évacuation la plus importante au Canada. Environ 10 000 maisons ont été détruites. La construction ultérieure du canal de dérivation de la Rivière-Rouge vise à prévenir les inondations futures de Winnipeg. Entre le 15 et le 18 octobre 1954, après avoir frappé Haïti et les Carolines, l'ouragan Hazel s'abat sur la région de Toronto sous la forme d'une tempête extra-tropicale. Les pluies font déborder les rivières et submergent les voies de communication. 81 personnes sont mortes, 4000 familles se sont retrouvées sans logement. En conséquence, des mesures complètes de lutte contre les inondations ont été adoptées. Le 23 octobre 1958, une secousse sismique souterraine dans la mine de charbon numéro 2 de Spring Hill en Nouvelle-Écosse provoque l'effondrement de puits de mine. 75 mineurs ont perdu la vie et l'ont réussi à en sauver 99. Le 16 octobre 1970, à la demande du premier ministre Robert Bourassa et de la municipalité de Montréal, le premier ministre Pierre Trudeau invoque la loi sur les mesures de guerre en temps de paix. Les forces armées canadiennes sont déployées en réponse à une série d'attentats et d'enlèvements perpétrés par le Front de libération du Québec. L'invocation de la loi sur les mesures de guerre permet de suspendre les libertés civiles et autorise les arrestations et les détentions sans inculpation. Le 10 novembre 1979, un train de marchandises de 106 wagons de CP Rail déraille à Mississauga, en Ontario. La perforation de citernes transportant des produits chimiques et des explosifs provoque une explosion massive. En raison de la menace potentielle du chlore gazeux, 200 000 personnes sont évacuées. Il s'agit de la plus grande évacuation en temps de paix en Amérique du Nord jusqu'à l'ouragan Katrina en 2005. Le 16 mai 1986, les inondations printanières endommagent gravement les habitations et les infrastructures, balayant une grande partie de la Première Nation de Winisk. La Première Nation d'Atawapisca accueille la communauté de Winisk de manière temporaire avant que celle-ci soit définitivement relogée en amont la même année. Le 31 juillet 1987, une tornade de catégorie F4 frappe l'est d'Edmonton et le comté de Strathcona. La tornade détruit des zones résidentielles et industrielles, faisant 27 morts, des centaines de blessés, prive 1700 personnes de logement. À la suite de cette catastrophe,
l'Alberta met en place un système d'alerte et crée l'Agence de gestion des urgences de l'Alberta. Le 19 et le 20 juillet 1996. Après des semaines de fortes précipitations, des crues soudaines frappent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec et entraînent l'évacuation de 16 000 personnes. Des centaines de maisons sont endommagées ou détruites. Les inondations et les coulées de boue causent la mort de 10 personnes. Une commission constate que les barrages et les digues de la région sont inadéquats et mal entretenus. Avril et mai 1997. Quelques mois plus tard, l'inondation du siècle inonde des communautés situées le long de la rivière Rouge, y compris la vallée de la rivière Rouge, au Manitoba, au Dakota du Nord et au Minnesota. Plus de 25 000 personnes sont évacuées au Manitoba. Par la suite, une digue d'urgence est construite pour protéger la ville de Winnipeg. L'intervention d'urgence, soutenue par les forces armées canadiennes et des bénévoles, est l'une des plus importantes de l'histoire du Canada en temps de paix. Entre le 4 et le 10 janvier 1998. Plus de 100 mm de grésil et de pluie verglaçante tombent sur l'est de l'Ontario et le sud du Québec. La tempête de verglas entraîne l'effondrement des infrastructures électriques et prive des millions de personnes d'électricité. 35 personnes sont mortes, des centaines sont blessées et des centaines de milliers sont déplacés temporairement. Les provinces touchées ont reçu l'aide des forces armées canadiennes dans le cadre du plus grand déploiement national de l'histoire. Il s'agit également du plus grand déploiement opérationnel des forces armées canadiennes depuis la guerre de Corée. Fin février 2002. Au milieu d'une épidémie mondiale, le syndrome respiratoire aigu sévère SRAS arrive au Canada. Le virus met à rude épreuve les capacités des systèmes de santé publique et des soins de santé. Des milliers de personnes sont mises en quarantaine, 44 personnes sont décédées. En fin septembre 2003, l'ouragan Juan touche terre en Nouvelle-Écosse sous forme de tempête de catégorie 2. Il provoque des vents violents, des pluies torrentielles et des ondes de tempête. Les dégâts comprennent le déracinement généralisé d'arbres, des pannes d'électricité et des dommages matériels, ainsi que 8 décès. Le 19 août 2005. De multiples orages violents se produisent entre Kitchener et Oshawa en Ontario, menant à 2 tornades de catégorie F2 qui détruisent les lignes électriques, des arbres, des structures et des véhicules dans les comtés de Perth et de Wellington. Des pluies torrentielles provoquent des crues soudaines dans la région du Grand Toronto et les pompiers viennent au secours de 4 personnes tombées dans la rivière Don. 2011. Au printemps, les inondations au Manitoba endommagent les maisons et les infrastructures et entraînent l'évacuation de 18 Premières Nations. La Première Nation de Lake St. Martin doit être reconstruite sur un nouveau site et à une altitude plus élevée. Les membres de la communauté vivent dans des hôtels et des logements temporaires en attendant. Cet été-là, 4216 incendies de forêt font rage au Canada. Les résidents de 35 Premières Nations sont évacués vers d'autres Premières Nations, villes et villages environnants en raison des incendies et de la fumée. Entre le 19 juin et le 28 juin 2013. Un important système de tempêtes provoque d'importantes inondations qui commencent dans le nord de l'Alberta et se déplacent vers le sud. Les inondations perturbent le réseau électrique, les télécommunications, l'approvisionnement en eau et les transports dans toute la province. Les rivières Bow et Elbow débordent et inondent des milliers de bâtiments et d'entreprises, menant à des évacuations. Les communautés de High River et de Kenmore sont également gravement touchées. Au total, 100 000 Albertains sont contraints d'évacuer. Les inondations font 4 morts. Du 30 avril au 1er juin 2016. Un réseau de feux de forêt balaie la municipalité régionale de Wood Buffalo et la ville de Fort McMurray. En début mai, l'incendie de Fort McMurray prend de l'ampleur et bloque la route d'évacuation. La Première Nation Athabasca Chipewyan et la ville de Fort McMurray mettent en place des ordres d'évacuation obligatoires. Le gouvernement de l'Alberta déclare aussi l'état d'urgence provincial. L'incendie se propage rapidement et traverse Fort McMurray. Tandis qu'il prend de l'ampleur, l'exploitation des sables bitumineux au nord de la zone est interrompue. Plus de 90 000 personnes sont évacuées et des milliers de maisons et d'entreprises sont détruites. Entre le 7 juillet et le 15 septembre 2017. Au début du mois de juillet,
Une chaleur et un temps sec record s'abattent sur l'Ouest canadien et entraînent environ 200 incendies en Colombie-Britannique. Le 7 juillet, la province déclare l'état d'urgence qui s'étale sur 70 jours. 4700 pompiers travaillent sans relâche dans toute la province, dont 1200 venus d'autres provinces et de l'étranger. Les forces armées canadiennes soutiennent les opérations de lutte contre les incendies, les évacuations, le transport et l'acheminement de l'aide. 23 communautés des Premières Nations sont touchées et la ville de Williams Lake est évacuée. À la fin de la saison, on compte un nombre record de 1338 incendies. En avril et en mai 2019, l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick connaissent d'importantes inondations, dues à de fortes pluies et à la fonte des neiges. L'on déclare plus d'une douzaine d'états d'urgence dans les communautés situées le long de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Des milliers de personnes sont évacuées en raison de l'inondation de leurs maisons. 2500 membres des forces canadiennes ont été déployés dans le cadre de l'opération Lentus. Le personnel des forces canadiennes participe à la distribution de 1,5 million de sacs de sable, à des contrôles de santé, au dégagement d'itinéraires, au transport et à des évacuations. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la COVID-19 est une pandémie mondiale. Au cours des années suivantes, les populations du monde entier font face à des millions de cas et à des millions de décès. La pandémie pose un défi à l'ensemble du Canada, mais les populations à risque, notamment les personnes vivant dans des communautés autochtones, des établissements de soins de longue durée et d'autres lieux de rassemblement, sont confrontées à des éclosions dangereuses en raison des difficultés à maîtriser la propagation du virus. En réponse à la pandémie de COVID-19, les forces armées canadiennes ont aidé les autorités partout au pays à instaurer des mesures sanitaires préventives et ont répondu aux besoins des communautés à risque dans le cadre de l'opération Laser. Au printemps 2021. Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, les forces armées canadiennes contribuent à la planification, à la formation, à la logistique et au transport du matériel nécessaire à la campagne de distribution massive de vaccins dans le cadre de l'opération Vector. À la fin du mois de juin, la chaleur et le temps sec s'intensifient dans le nord-ouest de l'Ontario. Des incendies de forêt d'une ampleur record menacent les Premières Nations de la région, ainsi que la petite ville de Red Lake. Environ 3400 personnes sont évacuées dans 6 Premières Nations. Le Manitoba est également confronté à de fortes chaleurs, à de faibles précipitations et à des incendies de forêt extrêmes en juillet. Plus de 1000 personnes de 4 Premières Nations sont évacuées vers Winnipeg. Novembre 2021. Des mois après un dôme de chaleur et une saison record d'incendies de forêt, un système météorologique appelé rivière atmosphérique emporte des routes et des infrastructures en Colombie-Britannique. Des maisons et des terres agricoles sont également inondées. La ville de Vancouver est même temporairement coupée du reste du Canada par la route. La province de la Colombie-Britannique déclare l'état d'urgence. Les forces armées canadiennes aident la province en soutenant la livraison de nourriture et d'équipements, la mise en place de sacs de sable, l'évaluation des dommages, les évacuations et le transport du personnel. Plus de 3300 personnes ont été déplacées et 5 sont mortes. Le 24 septembre 2022. Après avoir touché la Guadeloupe, Porto Rico, la République dominicaine et les îles Turques et Caicos, l'ouragan Fiona touche terre sous forme de cyclone post-tropical en Nouvelle-Écosse. La tempête déracine des milliers d'arbres et provoque de graves inondations dans certaines régions du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, de Terre-Neuve et du Québec. De nombreuses maisons et 2 personnes sont emportées dans l'océan. Il s'agit du cyclone post-tropical le plus coûteux et le plus intense à avoir frappé le Canada jusqu'à présent.